Aujourd'hui, les grandes villes, les métropoles sont des lieux où s'invente l'avenir, s'invente la nouvelle économie. Et la nouvelle économie, c'est quoi? C'est la transition énergétique, c'est la révolution numérique, c'est toutes les nouvelles façons de travailler, d'habiter, de commercer. Et tout cela, si vous voulez, c'est quelque chose qui est concentré en quelque sorte dans ce qu'on appelle l'écosystème de l'innovation. L'écosystème de l'innovation, c'est plus large que l'ensemble des startups dans une ville. C'est bien sûr l'ensemble des startups, des lieux où elles travaillent et où elles s'expriment, les incubateurs, les accélérateurs, les plateformes d'innovation, mais c'est aussi les laboratoires de recherche. Et puis, c'est les entreprises petites, moyennes et grandes qui s'ouvrent de plus en plus à cet écosystème de l'innovation et qui participent de ces plateformes d'innovation ouvertes. Et la ville, la municipalité, elle joue un rôle à la fois de facilitateur et de plateforme. Elle permet aux gens de se rencontrer, de travailler ensemble, elle trouve des lieux, elle invente des dispositifs qui permettent à tout le monde de pouvoir coopérer. C'est l'économie collaborative, c'est l'économie du partage, c'est l'économie circulaire qui sont des enjeux fondamentaux et qui jouent un rôle très très important dans la révolution numérique que nous vivons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que Futur en scène dans cet environnement, dans cet écosystème? C'est le moment où tout cela apparaît au grand jour et se donne à voir au grand public, c'est-à-dire ça permet aux gens justement de voir ce qu'est l'économie de demain, ce qu'est l'économie collaborative et ce que sont les nouveaux outils numériques qui leur permettent de changer de mode de vie. Futur en scène, c'est le festival du numérique, organisé par le pôle de compétitivité Cap Digital, avec le soutien de la région Île-de-France. En 2015, ce sera la 6e édition du festival, qui existe depuis 2009. Et l'ambition de ce grand rassemblement des innovateurs et du grand public est de faire connaître les dernières innovations numériques, à la fois dans le domaine de la santé, de l'éducation, du tourisme ou encore du commerce, et aussi d'offrir une vitrine à toutes les entreprises innovantes basées en Île-de-France. Le village des innovations, qui a lieu durant 4 jours à la Gaîté Lyrique, au CNAM et à Numa, c'est plus de 150 démos de projets numériques innovants, c'est plus de 100 conférences et plus de 250 intervenants. En 2015, pour sa 6e édition, Futur en scène a décidé de remettre de l'humain dans la technologie. Et c'est Éric Scherer, directeur de la prospective chez France Télévisions et curateur de cette édition, qui se charge d'animer les débats autour de ce sujet. Bonjour et bienvenue dans le monde qui vient, bienvenue à Futur en scène où on va essayer pendant ces quelques jours d'entrevoir ce futur proche. Ce futur dominé aujourd'hui par le numérique, par Internet, par les robots, demain par l'intelligence artificielle. Des sujets qui peuvent être enthousiasmants et puis qui peuvent inquiéter d'autres. C'est pour ça que cette année, on a essayé de réintégrer l'humain, de réintégrer l'homme dans la technologie et d'aborder tout un tas de sujets, de questions qui se posent aujourd'hui. À commencer par l'exécutif, à commencer par les gouvernements, à commencer par les parlements. Est-ce que les politiques publiques qui sont envisagées, qui sont déjà mises en place, est-ce qu'elles répondent à ces enjeux? Est-ce qu'elles sont, en d'autres termes, à la hauteur? Est-ce que les hommes et les femmes qui dirigent le pays au niveau exécutif, législatif, mais aussi dans les médias et dans l'éducation, sont à la hauteur des enjeux? Dans l'exécutif, on peut en douter quand on voit que les présidents de la République, en tout cas les plus récents, n'ont même pas d'ordinateur sur leur bureau. Ce sont des questions qu'on posera à des responsables du monde politique français, mais aussi international, à des responsables du monde éducatif qui éduquent les enfants pour se préparer au monde de demain et à des gens qui travaillent sur la ville de demain. Et quand on pense à la vie connectée, forcément, on pense aux jeunes sans arrêt connectés. C'est bien simple, s'ils ne sont pas connectés, c'est qu'ils dorment. Alors comment faire? Est-ce qu'il faut, comme en Chine, se réserver des lignes spécialisées sur les trottoirs pour que les gens évitent de se rentrer dedans quand ils regardent sur leur smartphone?
Est-ce qu'il faut se déconnecter quelques jours, quelques semaines? Est-ce qu'il faut se mettre à la méditation? En fait, on va essayer de réfléchir à voir ce que peut être une nouvelle hygiène de vie numérique dans cette vie connectée 24/7, avec des spécialistes de la méditation, avec des spécialistes de cette nouvelle vie numérique connectée, qui partageront avec nous des expériences, des best practices, le meilleur moyen de profiter pleinement de cette vie connectée sans être totalement addictif à nos connexions. L'une des autres préoccupations, grande question qui arrive devant nous, c'est lié au monde du travail. Et bizarrement, on en parle assez peu. Elle est liée à l'arrivée des robots, à l'arrivée extraordinaire de l'intelligence artificielle, qui est en mesure, grâce à des machines surpuissantes reliées entre elles, qui sont tout le temps en train d'apprendre, de faire un nombre croissant de tâches qui étaient jusqu'ici réservées aux hommes. Alors, si les robots, sur les machines, prennent de plus en plus d'emplois, des centaines de milliers, probablement des millions dans les années qui viennent, quelle va être la place réservée à l'homme? Quelles seront les tâches, les emplois qui seront désormais les nôtres? Qu'est-ce qu'on fera du temps retrouvé et comment payer finalement les gens qui n'auront plus ces emplois? Et connaissez-vous Uber, bien sûr, mais qui est-ce qui aurait dit il y a 3 ans que l'iPhone allait tuer les taxis? Personne, en tout cas pas nous. Ces plateformes qui sont en train d'émerger, d'arriver, de dominer l'économie, on va essayer de regarder un petit peu plus près comment des organisations à la croissance exponentielle sont en train de chahuter, de bouleverser bien d'autres secteurs que les taxis. On le fera avec des économistes, des spécialistes des plateformes, de ce nouveau type d'économie. On le fera aussi avec des patrons de ces nouvelles plateformes du numérique et du web, à l'étranger, mais aussi des plateformes françaises. Et comment ne pas parler du climat, cet énorme défi qui est là aussi devant nous, à quelques mois de la grande conférence qui se tiendra à Paris, la COP21, en décembre. Le climat qu'on abordera par les villes, par les grandes villes justement, parce qu'au-delà des États qui vont signer, nous l'espérons, l'accord à Paris à la fin de l'année, ce sont les grandes villes qui sont en train de prendre le relais des initiatives les plus spectaculaires pour répondre au réchauffement climatique. Nous aurons donc des spécialistes, des experts de la transformation de la ville par rapport à ce défi climatique absolument gigantesque. Et puis bien sûr parler, pour finir, de notre alimentation, une alimentation qui doit être responsable, qui souvent, de plus en plus en tout cas, s'élabore, s'étudie à l'intérieur même des villes, justement. Une alimentation qui est l'un des grands défis des années qui viennent. Comment nourrir de manière responsable les 9 milliards d'habitants de la planète? D'ici quelques années, nous aurons des spécialistes de la nutrition venus d'Europe, mais aussi du monde entier pour répondre à cette question. Aujourd'hui, c'est une quinzaine de personnes. On est basé à Paris, principalement à travailler sur des problèmes d'ingénierie. Et on essaye de réfléchir à une nouvelle maison, avec des objets complètement différents et la technologie dans la maison telle qu'elle sera demain. Et donc on a créé un produit qui est un robot ordinateur qui en fait combine toutes ces fonctionnalités qu'on utilise en termes de technologie dans la maison, c'est-à-dire un écran qui projette, des enceintes intégrées au produit, une caméra pour communiquer et puis voir ce qui se passe aussi chez soi à distance, et puis plein de capteurs pour avoir des informations sur la maison, comme la température, la qualité de l'air, la luminosité, etc. Et donc on a intégré toutes ces fonctionnalités dans ce produit, et en plus en mobilité, parce que c'est un petit robot qui se déplace
qu'on peut avoir un écran sur un mur, mais aussi sur un plafond, puisqu'il le projette sur une porte, sur un frigo. On peut aussi avoir du son dans n'importe quelle pièce et une enceinte qui nous suit. On peut avoir une maison qui est intelligente grâce à ses capteurs pour nous donner des informations sur la température, la qualité de l'air, etc. dans n'importe quelle pièce de manière très libre et très simple, dans un seul objet, du coup, qui est sans fil et qu'on contrôle chez soi, mais aussi à distance. Donc on peut communiquer avec sa maison depuis n'importe où dans le monde. Et la mission de Kicker, c'est de vraiment simplifier la technologie dans la maison et du coup de créer le premier ordinateur qui est par définition collectif. Là, on a voulu imaginer un objet pour le groupe, pour la famille, pour que ce soit vraiment tout pensé et réfléchi à la base. Futur en scène, pour nous, c'est une rencontre avec le public, avec le monde au global, les curieux, les grands, les jeunes, et vraiment d'essayer de comprendre aussi ce que les gens vont pouvoir retrouver dans le produit, est-ce que ça leur parle, leur plaît, est-ce qu'ils vont adhérer au concept. C'est un cahier de coloriage où on colorie avec ses crayons, ses feutres, on peut coller des gommettes, etc. Et une fois qu'on a fini son coloriage, on le prend en photo via l'application Wakatoon. Et magique, instantanément, ça se transforme en dessin animé. En fait, à l'origine, j'observais mon neveu qui passait beaucoup de temps sur les jeux vidéo. Et je souhaitais qu'il fasse des choses plus créatives, ancrées dans le numérique, mais avec ses parents, qui ne sont pas du tout technophiles. Donc, suite à ça, je me suis dit qu'il fallait créer quand même une application qui ne se retrouve pas dans les App Store, mais plutôt en librairie. Et c'est spontanément que j'ai pensé, en fait, à aller voir Claire, dont je connaissais le travail. Alors, le cahier de dessin animé, comment ça marche? 1, je colorie un dessin. 2, je le prends en photo. Et 3, il s'anime, comme par magie, et se met à parler, à raconter une histoire qui peut avoir un caractère pédagogique. C'est peut-être pour ça qu'on est dans la catégorie éducation à Futur en scène. Alors à Futur en scène, il y a plein d'objets innovants utilisant le numérique. Ici, avec le cahier de dessin animé, le numérique est présent, mais de manière très discrète. C'est à la Gaîté Lyrique qu'on a fait le lancement du cahier de dessin animé. Donc voilà, tout concorde pour que cette association papier et numérique trouve sa place dans ce festival populaire. Et on espère du coup à cette occasion le montrer à un maximum de monde parce qu'il est très accessible. Et hop, play, go. Oh, mais je peux bouger. Waouh! Hé, tu me reconnais toi? C'est toi qui m'as colorié. Hé, je suis trop bien habillée. Ouh, mais c'est tout blanc ici. Elle est où la couleur, la maison? Nous sommes Ruben et Nancy du collectif 14 et nous sommes ici pour vous parler du projet Matryoshka que nous avons développé ensemble à l'occasion du concours Visa Buenos Aires qui était organisé par les Ateliers de Paris et pour lequel nous avons eu la chance d'être lauréats. Nous avons déposé le projet dans différents événements et nous avons donc été retenus pour Futur en scène. Le projet sera aussi montré au Designers Days et à Futur en scène, il s'inscrira dans la rubrique Quotidien responsable. Parce que Matryoshka est un mobilier urbain qui propose une microproduction énergétique. Microproduction énergétique, on appelle aussi énergie positive, car elle se nourrit des énergies des ressources naturelles comme l'éolienne, l'hydrolienne ou les photovoltaïques, même l'énergie motrice à partir d'un vélo pour faire fonctionner un borne routeur Wi-Fi et des prises pour connecter nos portables et ordinateurs et rester connectés tout en étant dans la rue. Aujourd'hui, le scénario que nous développons est constitué d'une éolienne de rue. Et pour cela, nous espérons, durant Futur en scène, pouvoir donner suffisamment de visibilité au projet pour mettre en place un crowdfunding qui nous permettra de financer le prototype.
Il nous paraît important de développer aujourd'hui ce genre de questions, la microproduction énergétique dans l'espace public, car cela correspond de plus en plus à une attente. Et par ailleurs, il se développe dans Paris certaines activités qu'on appelle les tiers-lieux, les Fab Labs, tous ces lieux qui finalement visent à mettre en place des questions technologiques, mettre en place des modes de travail qui sont de l'ordre de la collaboration et qui parfois prennent place dans l'espace public. Matryoshka visera donc à équiper ces usages de l'espace public. BioSerenity est une société installée au sein de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière qui développe des dispositifs de diagnostic médical, notamment en neurologie. Nous avons développé le Neuronaute, qui est un vêtement intelligent avec des capteurs biométriques intégrés et qui va notamment permettre d'enregistrer l'activité électrique du cerveau. Ces signaux vont être mis à disposition du médecin pour le diagnostic plus rapide de l'épilepsie. Le Neuronaute est un vêtement qui comprend des capteurs biométriques intégrés, capteurs secs actifs qui permettent notamment l'électroencéphalogramme dans le bonnet, l'activité électrique du cerveau, mais aussi dans le t-shirt des capteurs d'électrocardiogramme, d'électromyogramme, la contraction musculaire, des capteurs de respiration et d'activité. Alors je le porte sur moi en ce moment même, je vais vous montrer. C'est un vêtement qui est très confortable, qu'on peut facilement porter sous ses vêtements normaux. Et les signaux enregistrés par le vêtement vont être envoyés vers une application smartphone, puis vers le cloud, où le médecin pourra les consulter. BioSerenity est ravi de participer à Futur en scène. On a eu le grand plaisir de se voir proposer de participer par Cap Digital. C'est l'occasion pour nous de rencontrer un maximum de public et d'échanger sur ce Neuronaute, qui est un dispositif médical innovant et dans sa façon de fonctionner, mais aussi dans son usage, puisqu'on va pouvoir enregistrer les gens à domicile et plus seulement à l'hôpital. C'est donc très intéressant pour nous d'avoir cette conversation avec le public, les Parisiens présents, pour savoir justement comment ils envisagent de porter ce vêtement chez eux. Bonjour, je suis Jimmy Rico de Tangible Display. Donc chez Tangible Display, ce qu'on essaie de faire, c'est d'interagir avec le monde numérique de la même manière qu'on interagit avec le monde physique, c'est-à-dire de faciliter les usages. Donc pour ça, on a mis au point une solution qui s'appelle ObjectViz, qui nous permet de détecter des objets sur des écrans multitouch. Et lorsqu'on peut détecter ces objets sur des écrans, on va pouvoir naviguer dans des contenus, naviguer dans des bases de données, faire des applications pour différents domaines, que ce soit du vidéo éducatif, de la muséographie, du retail, de la recherche. Au Futur en scène 2015, on est très content d'y participer, puisque pour nous ce sera une grande opportunité de présenter ce qu'on fait à la fois au grand public et aux professionnels. Je vais vous présenter la Makerbox. La Makerbox qui est une boîte cadeau en fait, qui est née, qui est issue du magazine Ouzbek Erika. En fait, Ouzbek Erika, c'est un magazine qui a vocation à explorer le futur. Et parmi les thématiques qu'on aborde au travers de ce magazine, il y a la question de la fabrication personnelle. Donc on entend beaucoup parler de fabrication, notamment depuis quelques années avec ce qu'on appelle les Fab Labs, ces ateliers de quartier donc, qui sont nés à la fin des années 90 aux États-Unis.
et qui compte aujourd'hui, donc on trouve plus d'une cinquantaine de ces ateliers en France et un peu plus de 400 dans le monde. Donc avec Ouzbek Erika, on a voulu proposer la Makerbox pour soutenir ces ateliers de fabrication et proposer à tout à chacun de venir y fabriquer du mobilier, du luminaire ou encore brasser sa propre bière ou pourquoi pas fabriquer un drone. Donc aujourd'hui, on va vous présenter l'un de ces ateliers, il s'appelle The Fab Family et on va vous faire une démonstration de ce que vous pourrez trouver en octobre dans l'une des Makerbox. Donc avec Makerbox, on a décidé de présenter le projet à Futur en Scène, tout simplement parce que c'est le lieu idéal en fait, pour montrer le potentiel du projet et surtout pour se réunir donc, à la Gaîté Lyrique en juin avec une partie des lieux avec qui nous travaillons en Ile-de-France, notamment The Fab Family qu'on présente aujourd'hui. Et donc ça va être l'occasion de montrer en direct, de faire des ateliers, de montrer donc, ce qu'on va pouvoir trouver au sein des box. We Are Social est une agence née du web social. Elle accompagne BNP Paribas sur sa communauté We Are Tennis depuis maintenant 4 ans. Il faut savoir que BNP est le plus grand sponsor du tennis mondial. Et donc, pour Singapour, BNP nous a demandé une installation innovante. Et donc, nous avons conçu Icebreaker. Icebreaker, qu'est-ce que c'est? C'est une installation interactive qui s'inspire des jeux vidéo et du tennis. Et son caractère innovant réside dans l'interface qui permet d'être activée via un petit capteur qui s'appelle un Leapmotion. Donc pas de clavier, pas de souris, mais une interaction naturelle et qui permet à 2 personnes de se rencontrer autour d'un petit jeu ludique et de partager leurs contacts via les réseaux sociaux, en l'occurrence LinkedIn. L'innovation est une valeur clé de l'agence. C'est pourquoi nous sommes présents à Futur en Scène et membres de Cap Digital. Ça nous permet de collaborer avec les meilleures startups du moment et bien sûr de délivrer une véritable innovation à nos clients. H4D est une société spécialisée en télémédecine et qui propose une nouvelle génération de solutions de santé. Au cœur de ces solutions de santé, il y a la Consultation qui est en fait une cabine de télémédecine qui est un dispositif médical professionnel dédié aux patients et aux médecins, grâce auquel le médecin peut prendre en charge à distance toute une population avec des outils professionnels. Évidemment, la prise en charge à distance, ça s'appelle de la télémédecine. Il y a différentes modalités, que ce soit de la télésurveillance, donc c'est une sorte de check-up qui est offert aux patients, ou bien une véritable téléconsultation. Tout ceci est évidemment intégré dans un écosystème préexistant, extrêmement précis et régi par une réglementation stricte et la loi. Et nous intervenons au-delà de la partie technique en formation des médecins régulateurs, mais aussi des médecins qui vont prendre en charge les patients à distance. Cet écosystème comprend donc une partie technique et une partie service. Aujourd'hui, au-delà de la cabine, ce que l'on propose, c'est réellement une réponse à la désertification médicale pour tout ce qui est les campagnes et les zones isolées. Mais la consultation s'intègre aussi dans un ensemble de services dédiés aux personnes âgées, que ce soit dans les maisons de retraite ou les résidences seniors pour tout ce qui est prise en charge de la prévention et du suivi de pathologies chroniques, mais aussi dans des établissements de soins comme les hôpitaux et les cliniques, en améliorant le parcours santé dans des urgences ou dans des services hospitaliers. La consultation, de manière un petit peu plus conceptuelle, peut prendre place dans d'autres espaces et dans le cadre notamment de projets ville-santé, où notre vocation est clairement de faire le lien entre la médecine de ville et la médecine hospitalière en proposant des parcours innovants dans la ville, dédiés aux étudiants, aux populations jeunes ou aux populations plus âgées. Et nous aurons une offre complètement ciblée pour les entreprises, notamment, et des populations bien précises, toujours en lien avec les médecins traitants au sein des villes. Très bien, ne bougez plus.
Daniel Diobou, je suis le président de Catopsis, qui est une start-up créée en février 2013 et qui développe des technologies qui permettent d'améliorer la sensation d'immersion dans des applications de réalité virtuelle ou 3D. Jusqu'à présent, nous étions visiteurs de Futur en Scène et cette année, nous avons le plaisir d'être exposants pour la première fois. Et cela se fait dans un cadre de partenariat avec Cap Digital et la région Île-de-France qui finance ce premier prototype réalisé avec MyCloud 3D. Je suis président donc de la société Interaction Healthcare. Interaction Healthcare est une société qui est spécialisée dans le domaine de la e-santé. Notre métier est de concevoir et d'imaginer des applications numériques à destination des patients et des problèmes de santé. Notre rôle aujourd'hui est de concevoir donc ces applications en utilisant notamment des ressorts du jeu vidéo qu'on appelle le serious game ou la gamification. Nous avons fin 2014 passé le cap des 14 000 professionnels de santé qui sont formés avec ces outils dans le monde entier. Et dans le cadre donc, de Futur en Scène, nous avons l'objectif de présenter Patient Genesis. Patient Genesis étant un projet collaboratif que nous menons avec plusieurs partenaires, le CNRS, également Vidal, le CHU d'Angers, Voxygène et puis bien sûr Interaction Healthcare en tant que chef de file. L'objectif de ce projet est bien de former l'ensemble des problèmes de santé avec la simulation numérique, donc le ressort de la 3D, ce qui s'est fait notamment il y a une quarantaine d'années dans le domaine de l'aviation. Eh bien, nous avons l'ambition de le faire auprès des médecins. Patient Genesis va permettre de faire des formations où, en tant que médecin, je suis face à mon patient et je vais dialoguer avec lui et je vais lui faire toutes les étapes d'une consultation médicale. Alors, je vais consulter déjà son dossier médical. Je vais voir s'il y a par exemple un courrier qui m'a été envoyé. Je vais prendre toutes les informations sur son profil. Je vais voir le motif de la consultation, l'histoire de sa maladie, ses antécédents médicaux. Je vais ensuite rentrer dans toutes les étapes qu'il va y avoir pour la consultation. Je vais pouvoir lui faire passer un examen clinique. Donc là, j'ai mon patient qui est allongé et j'ai différentes zones sur lesquelles je vais pouvoir voir quels sont les résultats de son examen pour ces différentes zones. Donc là, par exemple, je vais sur son foie, je vais voir l'examen de palpation du foie et je vois que son examen est normal, qu'il n'a pas de circulation collatérale. Je peux aussi voir des résultats d'examen, par exemple radiographiques. Tralalaire est un créateur de ressources numériques éducatives qui utilise le numérique pour aborder les grands enjeux de société à hauteur d'enfant. Donc on utilise le numérique pour lancer le débat entre l'enfant et l'adulte. Ça peut être l'adulte en classe, l'enseignant, ça peut être l'adulte pendant les activités périscolaires avec l'éducateur ou l'animateur, ou ça peut être le parent ou le grand-parent à la maison. Et l'idée, c'est de s'adapter aux différents contextes d'usage pour aider l'enfant à mieux questionner et comprendre le monde. Notre approche chez Tralalaire est celle de l'éducation critique et de la pédagogie active. Il s'agit de mettre l'enfant en situation d'acteur de ses apprentissages. Et là, dans le cadre de l'application que l'on propose à Futur en Scène, qui s'appelle Mobimusée, il s'agit de rendre l'enfant acteur de sa visite. Mobimusée, c'est une application qui est co-conçue par Tralalaire et le Muséum d'histoire naturelle. Et l'objectif, c'est d'accompagner un groupe d'enfants dans sa visite d'un lieu ou d'un musée. Et le premier prototype que l'on présente à Futur en Scène aura lieu au Parc zoologique de Paris. Et il s'agit de mettre l'enfant dans la peau d'un chercheur. Il va être amené à mener l'enquête.
Et en l'occurrence, au PZP, ce sera un pigeon venu du futur qui lancera un appel à l'aide pour l'aider à remettre en place l'équilibre des écosystèmes en 2050. Mobimusée, c'est une application donc d'aide à la visite qui s'adresse à l'enfant et à l'adulte qui l'accompagne, mais c'est aussi une plateforme qui permet de gérer l'avant la visite et après la visite. Donc on est vraiment dans un dispositif complet qui a pour objectif non pas d'enfermer l'enfant dans l'écran, on ne cherche jamais à enfermer l'enfant dans l'écran chez Tralalaire, mais au contraire de l'ouvrir aux œuvres qui l'entourent, et dans le cadre du parc zoologique, aux animaux, mais aussi aux autres membres du groupe, aux enfants et aux adultes qui l'accompagnent. Toujours lancer le débat. Bonjour, donc je m'appelle Julien Morin, je suis le porteur du projet Urban Potager. L'Urban Potager, en fait, c'est un potager d'intérieur automatisé, dédié en fait à toutes les personnes habitant en ville et n'ayant pas accès à une terrasse, un balcon ou un jardin. C'est un projet en fait qui vient d'une expérience personnelle, et l'idée de l'Urban Potager, c'est justement de favoriser en fait le développement de petits potagers, quelle que soit sa situation géographique, que vous ayez accès à une terrasse, un balcon ou un jardin. Nous, on essaie de répondre en fait à ces problématiques-là, donc de pouvoir posséder un petit potager, même si vous habitez en appartement, en ville, avec des toutes petites surfaces. L'Urban Potager est un projet open source, open hardware, développé avec des composants open source, comme Arduino, le microcontrôleur, ainsi que différents composants, comme des relais ou un écran LCD, une alimentation. L'idée, c'est de proposer à tout le monde la possibilité de faire son propre potager. Et pour cela, nous avons développé une carte en open source et en open hardware pour que tout le monde puisse créer son propre potager. Donc je vais participer à Futur en Scène 2015. L'objectif, en fait, c'était de présenter surtout cette solution au grand public. On a déjà fait un tour à la Foire internationale de Shenzhen en décembre dernier. On a présenté ce projet donc au Makers Village, qui a reçu plutôt un très très bon succès. Et l'idée, c'était de présenter un petit peu ce qui était possible de faire dans ce domaine-là, du jardinage d'intérieur et de la culture d'intérieur au niveau de la France. C'est un domaine qui est très connu aux US et en Asie, et moins connu en France. Donc l'idée, c'était de présenter un petit peu le résultat de nos travaux à tous les Français. Donc Futur en Scène était l'événement parfait pour présenter ça. Je représente la société HoloMake. Nous développons des outils de réalité augmentée spatiale qui permettent de fabriquer manuellement des objets à partir de données numériques 2D ou 3D. Sans l'aide d'une machine, le travail, la fabrication s'effectue à la main en étant guidé, par exemple, par des hologrammes vidéo. En 2015, cette année, nous présentons une première machine qui s'appelle Croquis et qui permet de dessiner à partir d'un modèle sans avoir un savoir-faire particulier, grâce à une projection holographique. Présent à Futur en Scène, c'est l'occasion pour nous de faire essayer cette machine à un très large public et de collecter un maximum de retours d'expérience sur son utilisation. Bonjour, je m'appelle Rodolphe Hasselvander, je suis le président fondateur de Blue Frog Robotics. Et c'est assez sympa d'être là parce que Blue Frog Robotics, c'est une spin-off d'un laboratoire de recherche que je dirigeais en fait, et qui a développé pendant de nombreuses années des robots d'exploration, un petit peu comme ceux qu'on voit autour de nous ici, donc c'est assez sympa. Et donc Blue Frog Robotics développe et commercialise des robots d'assistance et de divertissement, donc pour le grand public, à la fois les familles, les enfants, les seniors, et surtout dans une logique de coût accessible. Et c'est ce qui nous a amené à développer Buddy, donc le premier robot compagnon accessible à tous, qui est à la fois évolutif, qui propose de réels services pour tous, et qui donc est à un tarif accessible à tous, puisqu'on a un objectif de moins de 1 000 €.
Je sais faire plein de choses, je vais te montrer. Je sais détecter des visages devant moi. Regarde. Montre-moi à quoi tu ressembles. Je t'ai vu. Donc on a eu la chance d'être choisi par Futur en Scène pour pouvoir présenter en avant-première notre robot Buddy, nouvelle version, qui coïncide en fait avec notre campagne de crowdfunding sur Kickstarter qui sera lancée fin mai. Et donc tout le monde pourra venir le voir concrètement durant le salon mi-juin. Une des grandes particularités du numérique, c'est que ça met du flou, c'est que ça mélange, c'est que ça brasse. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on utilise souvent des images biologiques, organiques. Et un mot qui revient sans cesse, c'est le mot d'écosystème. On parle tout le temps d'écosystème parce que justement tout se mélange, tout se brasse. Je considère que Paris est vraiment un des endroits où il se passe beaucoup de choses. Aussi bien, j'insiste, d'un point de vue, on va dire, professionnel, entrepreneurial, mais aussi dans les domaines qui sont des domaines annexes, connexes. Donc, la créativité artistique, mais aussi l'associatif, et puis aussi tout ce qui est entreprise sociale et solidaire, économie du partage. Enfin, il y a vraiment une très grande variété en fait de réussite. Donc le rapport entre les petits et les grands, entre les startups et ces grandes entreprises multinationales d'origine française, il est totalement clé en fait pour l'évolution de notre écosystème. Et c'est aussi ça qu'on fait à Futur en Scène, c'est donc réussir comme ça à prendre la spécificité, ce que notre écosystème a de singulier, et je pense de meilleur, mais aussi d'essayer de le pousser en fait dans sa capacité de créer, de faire plus et mieux. Et donc ça va par donc la démonstration, la présentation en fait de différentes filières, de start-up, mais aussi le renforcement du lien dans ce tissu numérique entre les plus grands, qui sont pas forcément les plus agiles, et les plus petits, qui sont pour le coup pas forcément les plus puissants. Moi, je suis créateur d'entreprise, je suis entrepreneur, je suis président en fait d'un pôle de compétitivité et de transformation numérique. Donc, je viens du monde de l'entreprise et ce projet de Futur en Scène qu'on porte depuis 2009, il est totalement essentiel pour nous dans des valeurs qui ne sont justement pas que des valeurs professionnelles. C'est un festival qui est un festival gratuit, ouvert au plus grand nombre et qu'on veut aussi populaire que possible pendant quelques jours. Tout est gratuit, tout est ouvert, les conférences, les démonstrations. Et je vais vous dire pourquoi. Je pense que quand on parle du futur, faut le faire avec les gens qui contribuent justement à ce qui est de plus fort et de plus beau dans le numérique, de plus enthousiasmant. C'est le fait que justement, il nous permet de participer à ce qui se produit. Il permet de nous engager. Donc, le rendre accessible, l'expliquer, le montrer, c'est la meilleure façon de le préparer et de l'accélérer. Parce que il est possible qu'on ait un peu de retard à certains moments sur certains sujets, et la seule façon de le récupérer, c'est justement en demandant à des enfants, à des jeunes, de s'intéresser à nos projets, de s'intéresser à nos filières, d'avoir, j'espère, c'est toute génération, des nouvelles générations, d'avoir de meilleures idées que nous, de faire beaucoup mieux ensuite. Et c'est ce continuum qu'on a envie d'initier. Et c'est pour ça qu'on cherche à accueillir pas uniquement des professionnels pour en faire un événement entre soi, parce que c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est l'ouvrir et faire en sorte justement que on ait l'occasion de voir des artistes, mais aussi évidemment des start-upers, des patrons de grandes entreprises, des ministres, il y en aura beaucoup, et aussi des enfants, des parents avec des poussettes, parce que j'espère que le futur ressemblera à ça.